Il est 19h dans la région de Koutchala, même heure dans la commune de Songoudou-Bakore. Bienvenue dans cette édition de 19h de Nieta TV et voici les titres. Le corps universitaire a été reçu en audience par le Premier ministre, Dr Shogel Koukalamaïga, à qui ils ont remis un document comportant des propositions pour surmonter les sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali. Les orpailleurs ont manifesté ce matin leur soutien aux autorités de la transition au cours d'une visite chez le ministre de tutelle. Ils ont réservé un accueil chaleureux aux Lions de la Teranga à leur retour du Cameroun. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Shogel Koukalamaïga, a reçu en audience hier lundi 7 février 2022 les universitaires qui lui ont remis un document contenant des propositions pour faire face aux sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA à notre pays. La rencontre s'est déroulée à la primature. Suivant le reportage signé Amadou Niamele et Ladji Mamadou Traoré. Cette rencontre des universitaires avec le Premier ministre Dr Shogel Koukalamaïga fait suite à 2 jours de réflexion et d'analyse tenues du lundi 31 janvier et le mardi 2 février 2022 autour des sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA sous le thème « Le Mali à l'épreuve des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, contribution des universités pour des pistes de résilience ». Selon le porte-parole des recteurs, professeur Moussa Djiré, les universitaires maliens ont analysé sous plusieurs angles les sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA contre notre pays. Les 5 universités publiques du Mali ont élaboré à l'issue d'un colloque scientifique sur les sanctions imposées par la CEDEAO et l'UEMOA au Mali. 2 jours durant, Monsieur le Premier ministre, les enseignants-chercheurs des 5 universités et leurs partenaires de la société civile ont échangé sur les sanctions de façon systémique, de façon passionnée, sur les tenants et aboutissants de ces sanctions, les enjeux sur les divers plans économiques, politiques, géopolitiques, et social et sécuritaire. Donc le document que nous vous remettons aujourd'hui constitue la synthèse de ces échanges. C'est un document de 38 pages composé de 6 parties. D'abord, un avant-propos qui explique les raisons de la réalisation de ce document, un résumé exécutif, une petite introduction, une synthèse de l'analyse des sanctions où les différents enjeux sont évoqués, les pistes de résilience et enfin une petite conclusion. Nous vous remettons donc ce document, Monsieur le Premier ministre, comme première contribution collective des universitaires du Mali pour accompagner les autorités de la transition dans la recherche de solutions en vue de développer la résilience face à l'adversité et contribuer à la refondation de notre pays. Quant au Premier ministre Dr Shogel Koukalamaïga, très heureux de l'initiative, il a promis que ce document sera remis au président de la transition. Ce document qui sera remis au président de la transition dès demain, lors de notre entretien qui précède les conseils des ministres, je suis sûr sera apprécié à sa juste valeur. Ensuite, le gouvernement en fera l'usage le plus utile, y compris au niveau politique, au niveau des avocats que l'État a constitués, pour attaquer ces décisions que nous avons qualifiées d'illégales, illégitimes et inhumaines auprès des institutions et des juridictions compétentes au niveau sous-régional et africain.
l'intérêt de ce document, au-delà de ce qui est contenu là-dedans, qui je suis sûr va nous être très utile, c'est l'esprit dans lequel vous avez fait. Je suis certain que ceux qui ont pris ces sanctions, s'ils savaient que la finalité recherchée par eux, qu'ils auraient exactement le contraire, ils ne les auront pas fait. Parce que tellement ces sanctions n'ont pas été mûries, réfléchies, je viens de le dire aux diplomates, on ne peut pas construire un état de droit en violant la loi. La CEDEAO ne peut pas violer ses propres textes, l'UEMOA ses propres textes, pour soi-disant imposer le retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas possible. La communauté internationale ne peut pas violer ses propres textes. Nous venons de parler de la Convention sur le droit de la mer des Nations Unies, qui interdit formellement les embargos contre les États sans littoral. Cette rencontre entre le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et les universitaires s'est clôturée par une photo de famille. Le ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie, Seydou Lamine Traoré, a reçu ce matin 8 février 2022 une délégation de l'initiative Mali Sanouko, conduite par son président Souri Ibrahim Traoré. Les orpailleurs dans toute sa composante sont venus apporter leur soutien aux autorités de la transition. Ils comptent alimenter la caisse nationale avant la fin du mois de février. Reportage. Pour répondre aux sanctions illégales, illégitimes et irréfléchies infligées au peuple malien par la CEDEAO et l'UEMOA, les orpailleurs, les vendeurs de gravier et du sable ont rencontré leur ministre de tutelle Seydou Lamine Traoré pour lui confirmer leur soutien sans condition aux autorités de la transition. Ces hommes et femmes sont déterminés à apporter beaucoup au budget national. Et tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'or, nous avons décidé, vu la situation créée par les sanctions de la CEDEAO, qui n'est que le résultat de l'engagement citoyen et patriotique sans faille des plus hautes autorités du Mali, à leur tête le président colonel Assimi Goïta, de défendre l'intérêt des Maliens et rien que l'intérêt des Maliens. Nous avons pensé que nous devons apporter notre contribution à l'effort de résistance nationale. En quoi faisant, en mobilisant l'ensemble des orpailleurs du Mali, en donnant des contributions en or et en argent pour pouvoir constituer en tout cas un fonds très très consistant qui pourra d'abord permettre de montrer que les plus hautes autorités ont le soutien des exploitants aurifères du Mali, mais au-delà, contribuer à prendre en charge une partie des dépenses d'État. Pour la bonne organisation des collectes destinées au budget national, l'initiative Mali Sanouko a mis en place des points focaux. Ces structures auront pour mission d'enregistrer les noms des personnes de bonne volonté et acheminer les collectes au acquis des droits. De Caille à Kidal, nous avons mis en place un bureau national qui est composé des membres et des représentants de toutes les fêtières. Mais au-delà aussi, nous avons des points focaux installés dans toutes les zones aurifères. Les actions de collecte se feront sous le regard des représentants de l'État dans les différentes localités. Et il est bon à noter qu'aucun sous ne sera utilisé dans ces fonds collectés. Tous les fonds collectés seront intégralement remis aux plus hautes autorités. Toutes les dépenses de fonctionnement, les dépenses de mobilisation seront prises en charge par les initiateurs que nous sommes. Le parrain de l'initiative Mali Sanouko invite les orpailleurs à la cohésion en leur demandant à chacun de porter sa pierre pour l'édifice national. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de parler. On n'a pas le temps de parler aujourd'hui, mais après l'acte, on va parler. Donc c'est pour soutenir l'État, soutenir nous-mêmes. Si tous les orpailleurs parvenaient à donner 1 gramme, au Mali aussi c'est signifiant. Ce n'est pas insignifiant, donc ça va prouver aux Maliens que c'est nous qui devons être le premier à soutenir la transition. Nous sommes des orpailleurs, on préfère être nobles pour être captifs des blancs ou des choses externes. Donc on les soutient, on soutient la transition, on soutient Atim, on soutient le Choguel Koumari et son gouvernement.
Comblé de joie et de fierté, le ministre Seydou Lamine Traoré a salué le geste patriotique de l'initiative au Mali Sanoukou. Selon le ministre, ce genre de comportement de la part des Maliens ne fait qu'encourager davantage les autorités actuelles qui sont sur pied d'œuvre pour mieux sécuriser le Mali et remettre les Maliens sa dignité. L'initiative Mali Sanoukou est une initiative citoyenne que nous accueillons avec fierté, mais aussi avec beaucoup de joie. C'est ce que j'ai dit et je ne cesserai de dire. Chaque Malien et chaque matin, chaque Malien doit se poser la question et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mon pays? Et ces gens-là se sont spontanément réunis dans le cadre vraiment de cette action citoyenne pour venir proposer leur contribution à la réussite de la transition, mais aussi à la réussite, vraiment au succès du combat que nous sommes en train de mener pour la dignité de la nation malienne et pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Et dans ce cadre-là, nous accueillons vraiment avec beaucoup de joie et avec beaucoup de fierté cette initiative Mali Sanoukou qui entend simplement apporter sa pierre à la lutte que nous menons aujourd'hui. L'initiative Mali Sanoukou et le ministre Seydou Lamine Traoré ont salué tous les Maliens pour leur engagement sans faillite pour la réussite de la transition au nom d'un Mali indépendant, uni et prospère. Ce matin, dans l'enceinte de l'hôpital Mère-Enfant, la Fondation Orange, en partenariat avec l'ONG, la chaîne de l'espoir, ont remis aux enfants des jouets très significatifs. Rappelons que ces enfants étaient atteints de cardiopathie et de sinusose qui, à travers l'appui de la Fondation Orange, ont retrouvé la santé sous un coût financier de plus de 93 millions de francs CFA durant 3 ans. Reportage signé Soumou Yatara et Alpha Kone. Depuis 2019, la Fondation Orange Mali, en partenariat avec la chaîne de l'espoir et l'hôpital Mère-Enfant, sont en train de mener à bien des missions qui consistent à prendre en charge les opérations des enfants qui souffrent de pathologies cardiaques et aussi de cysténose. Alors ce matin, nous étions très heureux de clore la campagne d'appui à la chaîne de l'espoir, qui est une ONG qui prend en charge des enfants malades de cardiopathie ou de sténose. La sténose, en fait, c'est une pathologie qui touche des enfants qui ont bu de la soude caustique par accident. Donc aujourd'hui, la Fondation Orange Mali a appuyé la chaîne de l'espoir pour prendre en charge l'opération de 28 enfants sur 3 ans pour un coût total de 93 940 000 francs CFA. Grâce au partenariat avec la chaîne de l'espoir, les procédures sont simples pour accéder au financement des opérations. À ce jour, au terme des 3 années d'appui à la chaîne de l'espoir, ce sont 28 enfants qui ont été pris en charge. Comme je vous l'ai dit, l'opération s'est déroulée sur 2019, 2020 et 2021. Au cours de ces années, nous avons à parité presque égale des filles, des garçons qui ont de 18 mois jusqu'à 14 ans, qui souffraient de pathologies cardiaques, de cardiopathie ou de sténose, c'est-à-dire qui avaient avalé de la soude caustique. Durant ces 3 ans, la Fondation Orange Mali poursuit son soutien au développement de la chirurgie cardiaque pédiatrique avec un montant de plus de 93 millions de francs CFA déboursés pour des opérations cardiaques. Comme je vous l'ai dit, la Fondation Orange Mali prend en charge les opérations en collaboration avec la chaîne de l'espoir qui est une ONG. Et comme vous le voyez, nous sommes au sein de l'hôpital Mère-Enfant qui est le plus grand centre de prise en charge de maladies cardiaques au Mali aujourd'hui. Et la chaîne de l'espoir qui a son centre Festoc ici au sein de l'hôpital reçoit des malades. Et lorsqu'ils se rendent compte que des enfants souffrent de maladies et que les parents n'ont aucun moyen de prendre en charge l'opération des enfants, ils font alors appel à la fondation qui, de façon généreuse, leur donne les fonds pour prendre en charge ces enfants-là. Ces enfants de Méni qui ont eu accès aux soins grâce à cet partenariat sont nombreux. Aujourd'hui, la Fondation a encore prouvé qu'elle reste résolument disponible pour les populations du Mali en collaboration avec les structures étatiques et les partenaires sociaux pour lutter résolument contre la pauvreté, l'exclusion sociale et l'exclusion numérique. Nous ne cesserons d'être engagés auprès de la population malienne dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la culture ou simplement de la solidarité de première nécessité.
La Fondation Orange Mali, l'ONG La Chaîne de l'Espoir et l'hôpital Mère-Enfant Luxembourg ont compris qu'une meilleure santé est essentielle au bonheur et au bien-être. Cette belle cérémonie s'est clôturée avec la remise des jouets aux enfants qui sont guéris de leur maladie cardiaque. Le vendredi 4 février 2022, le Conseil des ministres s'était réuni en session extraordinaire dans sa salle de délibération au palais de Kouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Au terme de cette rencontre, il en résulte l'adoption d'un projet de loi portant révision de la charte de la transition du 12 septembre 2020. C'est en ce sens que nous avons approché l'honorable Aboubakar Sidiki Fomba pour qu'il nous donne des éclaircissements sur cette révision de la charte de la transition. Il est au micro de Aïchata Touré. Malgré une batterie de mesures économiques et diplomatiques rigoureuses prises par la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali, en mois de janvier, les autorités de la transition ont décidé de réviser la charte de la transition. Cela est issu à l'issue de la session extraordinaire qui a été convoquée le 4 et qui s'inscrit directement dans la logique des résolutions des assises nationales de refondation. Ces assises nationales de refondation ont fait un certain nombre de recommandations où il faut obligatoirement prendre en compte au niveau de la charte. Et aussi, il faut reconnaître que la charte de la transition avait fixé un délai de 18 mois. Donc ce délai de 18 mois va atteindre son terme. À partir de là, il faudrait prendre en compte aussi l'aspiration du peuple malien pour aller un peu à la révision du délai. Selon vous, la révision de la charte de la transition va porter sur quoi? C'est uniquement pour prendre en compte les aspirations du peuple malien, aussi corriger un certain nombre de dysfonctionnements juridiques, notamment la vacance du poste de premier vice-président, du vice-président de la transition, pour permettre au ministre de charger de la défense de jouer pleinement son rôle. Et en même temps élargir le nombre, augmenter le nombre de membres du Conseil national de transition et voir également les dispositions de la gouvernance en termes de nombre pour être en phase avec le nombre que nous possédions. Et en même temps, ça s'inscrit dans la logique d'une avancée du retour à l'ordre constitutionnel. Et en même temps, à côté de ça, il y a des anciens projets sur lesquels on va se pencher. Et ces penchés ne veut pas dire que c'est des projets qui seront obligatoirement votés. C'est des projets qu'on va encore étudier, parce que tels que le projet sur les dérivés du sang, le projet sur l'Institut national de santé publique, le projet aussi sur la police territoriale. Donc ce sont ces projets-là qui étaient sur la table. Donc à chaque fois qu'il y a une session en cours, on revient sur ces anciens documents. Ça fait partie des règles parlementaires. Concernant la révision de la loi électorale, l'honorable Fomba pense qu'il est nécessaire de revoir cette loi. Si on ne revoit pas la loi électorale, ce qui veut dire que nous allons aller à l'encontre des assises nationales. Les assises nationales ont fortement recommandé la mise en place de l'organe unique de gestion des élections. Les assises nationales ont recommandé à ce que l'élection des députés soit faite soit au niveau régional, soit au niveau cercle. Et s'il n'y a pas un nouveau projet de loi sur la loi électorale, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'élection. Donc dire que cela n'est pas nécessaire, ça veut dire qu'on ne va pas organiser d'élection. Sans ces réformes électorales, il n'y aura pas d'élection. Et ces réformes électorales ont été demandées par le peuple malien. Il y a un certain nombre d'éléments qui nécessitent d'aller vers ce nouveau projet de loi électorale. Premièrement, le plus important, c'est qu'il y aura la mise en place de l'organe unique de gestion qui permet, c'est une institution de la République qui va se charger désormais de l'organisation des élections. Et deuxièmement, en dehors de ça, il y aura aussi l'élection des députés. Et dans cette élection des députés, il y a les Maliens établis à l'extérieur, désormais qui vont rentrer à l'Assemblée nationale. Ensuite, le peuple a demandé la mise en place d'un Sénat. Il y aura aussi l'élection pour les Sénats, donc il faut introduire dedans. Ensuite, il y a l'argent à payer aussi par rapport aux quotas, par rapport à beaucoup d'éléments.
et même la déontologie, le code de bonne conduite par rapport à la loi. C'est-à-dire c'est très important, il y a beaucoup de choses. Il a lancé un appel à tout le peuple malien de ne pas se laisser manipuler. Il a aussi expliqué ce que c'est que la police territoriale. C'est seulement appeler les Maliens à comprendre tout simplement qu'à l'heure actuelle où nous sommes, il ne faut pas qu'ils essayent de se laisser au solde des manipulations. Quand on a parlé de la police territoriale, les gens ont pensé tout de suite que oui, c'est l'institutionnalisation de la police. Je vais les assurer que la police territoriale telle qu'est conclue par l'accord d'Alger ne peut avoir d'autre destination que la poubelle. Et donc, parce que ça ne suit plus aux conditions actuelles où nous vivons. Cette police territoriale qui avait été instituée par l'accord visait une partition du Mali. Alors que les assises nationales de refondation ont vraiment recommandé à ce que nous soyons unis. Et en même temps, le Mali n'a même pas de carte administrative. Comment on peut aller vers ça? Donc, c'est un processus qui est là, parlementaire, il y a des documents. J'ai dit aux Maliens de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes engagés pour le recouvrement de la souveraineté du Mali. Et ce combat, c'est un combat sans faille. Pour dire tout simplement que le défi aujourd'hui, comme beaucoup le pensent, ce n'est pas un défi contre la France. La France est minime par rapport à la nation, à la grande nation malienne qui avait les 4 grands empires, qui a fait la première constitution de Kouroukan Fouka. Le défi aujourd'hui, c'est la libération du Mali, mais aussi la libération de l'Afrique. Et comme l'a dit le père de l'indépendance, Modibo Keïta, à travers notre hymne, que nous sommes prêts à donner une partie de notre territoire pour l'indépendance et la liberté de l'Afrique. Ensemble, donnons-nous la main pour un Mali uni et fort. Place maintenant l'actualité internationale. La start-up suédo-kenyane de véhicules électriques Opibus a lancé le tout premier bus électrique conçu et fabriqué au Kenya. Ce modèle devrait permettre à la jeune pousse de booster le développement du transport vert tout en augmentant sa production afin de répondre à la forte demande de motos électriques en Afrique. En marge de la COP26 à Glasgow en 2021, Opibus a levé près de 7,5 millions de dollars pour commencer la production de véhicules électriques en 2022 en Afrique de l'Est. La start-up verte a relevé son défi en mettant sur le marché un véhicule électrique fabriqué au Kenya. Le bus est conçu et fabriqué par des ingénieurs locaux avec l'appui d'autres partenaires recrutés localement. Le déploiement des bus se fera initialement dans les zones périurbaines autour de la métropole de Nairobi. Opibus mise sur un bus entièrement pensé et fabriqué au Kenya avec des coûts de maintenance réduits de 80% par rapport à un bus similaire thermique roulant au diesel, indique Denis Wakaba, le coordinateur du projet transport public chez Opibus. La start-up a par ailleurs annoncé le déploiement commercial de 2 bus qui seront testés au cours du second semestre 2022. Dans le même temps, Opibus, lancé en 2017, déploiera 3000 de ces motos électriques en collaboration avec les géants américains de la mobilité Uber dans l'optique de créer un écosystème durable pour le transport en Afrique. Opibus, en tant que constructeur de véhicules électriques, fournira les engins à 2 € et Uber les mettra en circulation grâce à ses applications commercialisées dans plus de 310 villes dans le monde. Au Kenya, quelques 1,6 million de motos immatriculées fonctionnent encore à l'essence, à l'origine des émissions de CO2. Selon une étude du ministère canadien des Ressources naturelles, en 2014, la combustion d'un litre d'essence produirait en moyenne 2,3 kg de CO2. Le président français Emmanuel Macron a rencontré lundi au Kremlin son homologue russe dans le cadre du dossier ukrainien selon des sources concordantes. En effet, d'après les médias, les 2 hommes se sont déjà entretenus à 3 reprises et se préparent à se rencontrer face à face en Russie pour tenter de désamorcer la crise autour de l'Ukraine. Depuis plusieurs semaines, Européens et Américains s'inquiètent de voir des dizaines de milliers de soldats à la frontière de l'Ukraine.
en vue d'une potentielle invasion. Alors que le président français assume actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, cette rencontre avec Poutine est d'une importance capitale pour éviter une guerre. D'après certaines analyses, la visite d'Emmanuel Macron ne peut servir à grand-chose dans la mesure où il y a plusieurs intervenants dans ce dossier. Mais selon les France Info, Macron tentera d'obtenir un signe de bonne volonté, quelque chose qui puisse permettre de parler de d'escalade de la tension alors que 100 000 soldats russes multiplient les manœuvres aux frontières de l'Ukraine. D'après un compte-rendu des échanges téléphoniques entre les deux présidents, Poutine affirme ne pas vouloir envahir son voisin, contrairement à ce qu'elle a fait en 2008 en Géorgie et en 2014 en Crimée. C'est aussi l'occasion pour les leaders de se rencontrer pour la première fois depuis l'été 2019. Toujours selon les analyses, Macron prend un risque avec cette rencontre. Pour eux, s'il réussit à calmer Poutine, alors il peaufine son statut international. En revanche, si la situation se dégrade, Macron sera considéré comme un homme sans importance. Après sa rencontre avec Poutine, le président français se rendra ce mardi à Kiev où il doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le premier ministre centrafricain Harry Marie Dondra a été démis et remplacé par le ministre de l'économie Félix Moloua, a annoncé lundi à l'AFP le porte-parole de la présidence de la République Albert Yakoke Mokepeme. J'ai démissionné de mon poste de premier ministre. Un nouveau vient d'être nommé, a pour sa part assuré par téléphone à l'AFP M. Dondra. 8 mois après avoir été nommé chef du gouvernement par le président Faustin Archange Touadéra dans ces pays en guerre civile depuis 2013. Le site d'information en ligne Africa Intelligence avait assuré vendredi que M. Dondra avait remis sa démission au chef de l'État qui se trouvait alors à Addis Abeba au sommet de l'Union africaine. Mais ni M. Dondra ni la présidence contactée par l'AFP n'avaient souhaité confirmer ou infirmer. Le premier ministre a été démis et c'est Félix Mouloua qui a été nommé premier ministre a déclaré Mokepeme à l'AFP, ajoutant le président de la République a décidé de clarifier la situation, de mettre fin à la confusion en signant un décret qui met fin à la mission de l'ancien premier ministre avant de signer un second décret nommant Félix Mouloua. Arrivé un peu après 17h du Cameroun, les Lions de la Teranga ont été triomphalement accueillis lundi à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff à Dakar. Le président sénégalais Macky Sall, arrivé à Addis Abeba 2 heures plus tôt, est allé à la rencontre des joueurs juste à l'heure descente de l'avion. Trophée à la main, le capitaine de l'équipe Kalidou Koulibaly a ouvert la voie, suivi par ses coéquipiers. Le sacre modeste, le capitaine des Lions a remis le trophée au président Macky Sall, ayant à l'occasion échangé de chaleureuses accolades et poignées de main avec tous les joueurs et membres du staff. Vous vous êtes donné à fond et vous avez ramené la coupe. Votre sacre est mémorable et nous vous remercions. Se réjouit le président sénégalais lors d'une brève cérémonie à l'aéroport à laquelle on prépare des leaders de l'opinion dite radicale. J'ai appelé le ministre de l'Intérieur pour lui demander de rejoindre l'opposition pour qu'elle soit là à l'accueil des Lions. Il y a des moments où c'est la République qui est au-dessus de tout ça. Tous les clivages doivent être mis de côté pour se mettre ensemble. Et après, chacun continue son devoir au service de la République, a-t-il relevé. Le peuple vous attend et il commence à faire nuit. Les Sénégalais vous attendent à la sortie de l'aéroport. Vous pouvez tâter la pulsion du peuple. Un peuple debout derrière son équipe nationale pour lui dire merci, a-t-il poursuivi. S'adressant à nouveau à la banne à Sadio Mané. Des centaines de milliers de supporters surexcités s'étaient massés dès les premières heures de la journée aux abords de l'aéroport pour accueillir les nouveaux champions d'Afrique. Vêtus en couleur du drapeau national, ils ont tenu à rendre un vibrant hommage aux joueurs après le sacre historique. Les 2 bus affrétés pour convoyer les joueurs un itinéraire entre l'aéroport
et le palais de la République, en passant par la devanture de l'université Cheikh Anta Diop, ont eu du mal à sortir de l'aéroport. Les efforts des services de l'ordre, avec l'appui de la section équestre de la gendarmerie venus escorter les bus, ont permis le début de la possession dans la capitale. Le cortège qui avançait à pas des sénateurs s'est immobilisé à plusieurs reprises, laissant place à des scènes de communion vivaces entre joueurs et supporters. Jusqu'à 21h20, les joueurs n'étaient pas encore arrivés à la devanture de l'université Cheikh Anta Diop, étape médiane du périple, où doit se tenir dans la soirée un concert du grand chanteur Youssou N'Dour pour célébrer le sacre des Lions. Une nouvelle soirée chargée pour les Lions après celle de dimanche qui avait vu le Sénégal remporter son tout premier trophée de CAN avec la 33e édition disputée au Cameroun. Le lundi a été décrété jour chômé et payé par le président Macky Sall, qui par ailleurs va recevoir l'équipe mardi. Je vous donne rendez-vous demain au Palais de la République pour vous dire ce que le pays fera pour vous, pour une récompense à la hauteur de vos efforts et vos résultats, avait insisté Sall lors de son discours à l'aéroport. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Niata TV.